Donc, bonjour à tous, je suis Gabrielle, la facilitatrice, en compagnie de Catherine Cléant de Cœur Aidant et nous vous souhaitons la bienvenue ainsi qu'à Maître Placide du cabinet Philippe H. Placide. Donc, c'est le premier webinaire de notre série de 4 webinaires les vendredis aidants éclairés, 1 heure pour pouvoir avoir, pour vous sensibiliser aussi bien les aidants familiaux que les professionnels du secteur médico-social sur sur les aspects qui reviennent le plus et qu'on n'évoque pas forcément toujours sur les sites Internet. Bonjour, merci. Bonjour Nikita, bonjour Lucille, bonjour Astrid. Donc, nous tenons déjà à remercier l'espace coworking 220 Trinité qui nous reçoit actuellement, qui est situé au plein centre-ville. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des rendez-vous professionnels, vous avez différents types de salles à votre disposition. Et donc, nous remercions Nicole Rosette pour son accueil chaleureux. Donc, le fonctionnement de ce premier webinaire, vous aurez en alternance une modératrice pour vos questions dans le chat, que ce soit moi ou Cassandre Cléon de Cœur Aidant qui fera la modératrice, selon qu'on intervienne ou pas. Les questions seront posées à l'issue des interventions, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Donc, au programme, on va se présenter, vous aurez quelques chiffres, la définition des droits des aidants, les problèmes juridiques, les devoirs, les problèmes liés à ces devoirs, comment effectivement les anticiper, à qui s'adresser, Cassandre du blog Cœur Aidant nous fera part de quelques ressources en ligne auxquelles vous avez accès. Et puis, nous passerons rapidement à la partie questions-réponses pour vos questions personnalisées, vos difficultés sur des points qui ont été abordés. Donc, qui sommes-nous? Donc, pour ma part, je suis Gabrielle. Donc je vous présente Cassandre Cléant qui m'accompagne aujourd'hui. Voilà. Donc, je te laisse te présenter. Oui, avec plaisir. Donc, je suis ravie d'être présente avec vous et avec Gabrielle. Ton micro n'est pas activé. Vous m'entendez pas alors? Non, ton micro c'est marqué. Voilà, là maintenant. Ok, d'accord, très bien. Alors, je suis ravie d'être avec vous. Je suis Cassandre du blog cœuraidant.com. J'ai été aidant pendant 8 ans auprès de ma mère qui avait fait un AVC et suite à ça, j'ai voulu partager les ressources que j'avais créées pour aider d'autres personnes qui étaient aidantes comme moi. Tout d'abord, j'ai écrit le premier outil, c'est un ouvrage, Aptitude Challenge, pour impulser une positive attitude. Et j'ai fondé le blog cœuraidant.com pour centraliser un maximum d'informations, de ressources pour informer et orienter les aidants pour qu'ils aient accès à ces informations et qu'ils puissent frapper au fond et demander de l'aide. Voilà, je passe la parole à Gabrielle. Alors, je vais compléter parce qu'elle a oublié de dire quand même que son blog est un projet qui a été certifié dans le cadre du HEC Stand-Up, qui est un partenaire de la Bourse Paye dont j'ai fait partie. Donc, c'est vraiment un projet, une ressource professionnelle qui est là à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à visiter cœuraidant.com. Elle partage, elle synthétise pas mal de choses pour vous simplifier votre quête de ressources. Alors, on va continuer. Donc, moi-même, Gabrielle, la facilitatrice, pourquoi? Donc, j'ai été aidante pendant 30 ans de mes 2 grands-parents, puisque j'ai grandi avec eux et depuis l'âge de 15 ans, mon grand-père commençait à donner des signes de faiblesse. Alors, je n'y ai pas prêté attention puisqu'il tombait ou il faisait des syncopes. Officiellement reconnue aidante en 2015 lorsque ma grand-mère a eu une tumeur au cerveau. Elle est actuellement toujours en EHPAD. Et mon grand-père est décédé, il fait partie malheureusement des statistiques qu'on va voir, qu'un aidant part avant l'aider. Je suis facilitatrice en organisation personnelle et professionnelle, aussi bien pour les particuliers que pour les dirigeants, aidants professionnels principalement ou aidants ou les dirigeants d'entreprise. Je suis agréée service à la personne et j'ai créé donc Martinique Pratique, qui est le premier cabinet conseil en organisation et accompagnement des aidants de Martinique. Ceux qui sont expatriés, c'est-à-dire les Martiniquais à l'étranger, dont j'ai fait partie pendant 4 ans quand j'étais au Québec. Et je sensibilise aussi les employeurs, ceux qui ont des aidants et qui ne le savent pas. C'est un projet qui a été finaliste de la Bourse Paye. D'ailleurs, je reconnais un de mes formateurs, M. Raphaël, merci d'être là, qui a été notre psychologue social
très important pour ce projet. Et je suis aussi membre honoré 2022 du Inner Wheel Club qui fait partie de la famille Rotary et pour mon engagement auprès des aidants et des seniors. Nous accueillons aujourd'hui pour ce premier webinaire de notre série Aidants éclairés Maître Philippe H. Placide qui nous fait l'honneur gracieusement, mesdames et messieurs, d'être parmi nous afin de pouvoir nous éclairer de ses connaissances, de son expertise. Bonjour, maître. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci, Gabriel. Alors, allez-y, parce que je ne vous entendais pas. Vous ne m'entendiez pas? Oui, oui, c'est bon. Ah, d'accord. Donc, je disais merci, Gabriel. Merci, bonjour à toutes et à tous pour cette petite présentation rapide et drôle de moi. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire pour le moment. Ah, moi, j'ai plein de choses à dire sur vous, maître. Vous êtes avocat conseil à la Cour. Je précise, c'est important. Avocat conseil. On va voir pourquoi le conseil est important parce que de façon informelle, on parle aussi d'avocats pompiers qui interviennent souvent, malheureusement, en situation d'urgence. Là, je dis conseil parce que là, on est là pour agir en amont, prévenir et non subir. Certaines de vos spécialités, notamment, c'est le droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine, droit des dommages corporels et droit pénal. Vous êtes aussi médiateur et négociateur diplômé, mandataire en transactions immobilières, puisqu'effectivement, dans le cadre des difficultés que rencontrent les aidants, il y a aussi cette casquette que vous avez qui est fort appréciable. Vous êtes ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats et vous intervenez aussi bien en France hexagonale qu'en Outre-mer, grâce à des conventions organiques en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, puisque Martinique pratique a eu l'occasion régulièrement de faire appel au service de Maître Placide pour les difficultés que rencontrent les aidants ou les familles que nous accompagnons. Donc, merci encore d'être là, Maître, un vendredi. Un grand plaisir, comme toujours. Donc, nous rentrons dans le vif du sujet. Je vais déjà vous donner un petit peu le contexte. Nous pouvons tous être aidants ou aidantes, car il faut savoir que 70% de ceux qui ne sont pas aidants le deviendront. Donc, comme vous voyez sur les photos, ça peut être un enfant, peut être votre soeur ou une cousine, ou une personne âgée, ça peut être un parent direct ou effectivement un grand-parent. Malheureusement, un aidant sur trois meurt avant son proche aidé. C'est le cas de mon grand-père. Il a développé une pathologie suite à l'annonce de la maladie de ma grand-mère, du cancer de ma grand-mère. Nous avons, alors, 60% de ceux qui ne meurent pas développent des cas de surmortalité dans les 3 ans qui suivent le diagnostic, c'est-à-dire dépression, hypertension, diabète, AVC, cancer. Et moi-même, comment je le sais, tout simplement parce que moi aussi, j'ai développé une pathologie, j'ai un problème cardiaque dans le cadre de ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé, dans le cadre du fait que je sois aidante. Les autres difficultés des aidants, c'est qu'ils ont du mal à concilier. Donc, déjà, on parle souvent de concilier vie privée et vie pro. Donc là, il faut rajouter vie d'aidant. Donc, vous voyez déjà, 78% des aidants sont impactés au niveau de leur travail. Et seuls 28% des aidants déclarent à leur employeur leur situation d'aidant. Souvent, c'est un tabou. Une personne sur 6 en Martinique et en Guadeloupe est en situation de dépression par rapport à alors déjà par rapport à ce qu'on vit personnellement, mais en plus la situation des dents rajoute encore, et ça, comme ce sont des chiffres de l'INSEE de 2019, vous savez bien qu'après le COVID, les chiffres ont beaucoup augmenté. Pour vous donner une idée, 73 000 personnes sont en situation de handicap en Martinique. 74% d'entre elles sont aidées par leur famille, contre seulement 55%. En Martinique, en Antilles, on s'occupe beaucoup plus de nos proches qu'en France hexagonale, ce qui rajoute effectivement de la difficulté à la situation, à la santé mentale des aidants. On parle souvent du burn-out de l'aidant. Dans les 7 ans, il faut savoir que la Martinique, la Guadeloupe et la Corse seront les départements les plus vieux de France, 145 000 de plus aux 97 000 actuels. Donc, il y aura autant d'aidants, parce que souvent on entend le chiffre de 10 000 aidants, mais vous voyez bien que juste pour la situation de handicap, on est déjà à 50 000.
Les dernières statistiques, donc, qui datent de juin 2023 grâce à l'Institut national d'études démographiques dans l'étude Migration, famille et vieillissement, nous donnent des chiffres récents et nous parlent d'un phénomène dont on parle peu, c'est le phénomène des jeunes aidants. Il faut savoir que 70% des 20-25 ans, hommes et femmes confondus, apportent de l'aide à un ou plusieurs de leurs proches. Alors, c'est important de le signaler parce qu'il faut savoir que ça impacte, vous avez vu que 78% des personnes sont impactées à leur travail. Donc, en Martinique, on va perdre d'ici 2030, selon une projection de l'INSEE, à peu près 20 000 actifs. Donc, il y a vraiment un impact économique sur nos entreprises. Donc, nous allons commencer avec Maître sur la définition, puisqu'on va rappeler une définition et l'évolution de la définition de l'aidant, puisque souvent, dans nos îles, on accompagne, c'est tout à fait naturel d'accompagner un proche, que ce soit un enfant, un parent ou un voisin isolé. Mais il faut savoir qu'il y a une reconnaissance juridique parce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Au niveau national, on parle de 11 millions d'aidants familiaux, bien sûr, toujours des chiffres en constante augmentation. Cette reconnaissance juridique, Maître, on a vu lors de la préparation de ce webinaire, qu'elle a évolué en fait depuis 2005, notamment on reconnaissait déjà les aidants familiaux pour les personnes en situation de handicap, ce qui a donné droit pour apercevoir ce qu'on a vu la PCH, donc ça a déjà donné cette aide-là. La loi a aussi évolué, a permis donc notre reconnaissance en 2015, donc 10 ans d'écart. Et là, on voit que donc c'est la loi de l'adaptation au vieillissement qui élargit le concept d'aidant familial à proche aidant. Maître, merci de bien vouloir activer votre micro. Donc, on voit bien que là, il s'agit d'un conjoint, d'un partenaire avec qui la personne âgée en perte d'autonomie a conclu un pacte de solidarité, donc le fameux pacte sain, ou son concubin, un parent ou un allié, donc une personne résidant dans l'entourage et ayant des liens étroits comme un voisin ou un ami, par exemple, qui apporte une partie ou totalité des actes de la vie quotidienne de manière régulière et fréquente à titre non professionnel. Ça veut dire qu'on n'est pas rémunéré. 2005-2015, on fait évoluer ce statut d'aidant en donnant effectivement des droits. La loi de 2015, donc la loi qu'on vient de parler, permet à donner en plus des aides, donc comme l'AJPA, l'allocation journalière du proche aidant, le droit de répit, c'est-à-dire vous avez le droit de prendre du temps pour vous reposer et de trouver des lieux d'accueil de jour pour votre proche aidé, et aussi des programmes de formation. Donc, au fil des années, il y a encore une loi en 2018 et 2019 qui ont fait aussi évoluer ces droits. Alors, pour pouvoir mettre un peu d'harmonie dans toutes ces définitions, vous voyez que selon la situation de votre proche, il y a différentes définitions. La Charte européenne de l'aidant familial fait référence sur toutes ces définitions pour tout le monde, aussi bien pour les aidants familiaux que pour les différentes organisations, les associations qui représentent notamment les personnes en situation de handicap, mais aussi de dépendance du fait de la maladie, de l'acte ou d'un accident. Parce que souvent, on oublie que l'aidant familial peut être aussi un aidant temporaire. Et fait aussi référence, donc cette définition fait référence aussi pour toutes les instances officielles dans l'Union européenne dont nous faisons partie. Donc, la définition officielle qui fait référence, c'est que l'aidant familial est la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut être obligée de façon permanente ou sous plusieurs formes. Donc, des soins, de l'accompagnement, donc quand c'est pour les enfants, donc de l'éducation, la vie sociale, les démarches administratives, la coordination, la vigilance permanente, le soutien psychologique, la communication et les activités domestiques comme faire des courses, par exemple. Donc, vous voyez bien que ça prend tout ou partie complètement de l'emploi du temps d'un aidant. Donc, il y a plusieurs appellations, donc aidant naturel, notamment qu'on utilise au Québec,
aidant familial. Et il faut savoir qu'on a aussi reconnu les aidants professionnels, c'est-à-dire ceux qui sont payés et rémunérés pour accompagner cette personne. Il faut savoir que par rapport aux aidants, ça représente 7% des personnes de 60 à 79 ans bénéficient d'une aide régulière, c'est-à-dire infirmiers ou infirmières auxiliaires de vie, service à la personne. Je reprends, 70% des jeunes s'occupent de 2 personnes, 74%, notamment pour les personnes en situation de handicap, donc 50 000, et il n'y a que 7% des 60-79 ans qui ont une aide à la maison. Donc, vous voyez bien l'importance que prend l'aidant familial dans la vie de son proche. Donc, cela ouvre bien sûr à un certain nombre de droits. Effectivement, en matière d'emploi, vous avez droit au congé, au droit de répit, à l'aménagement de votre temps de travail, à l'aide à retour, à des maintiens de votre protection sociale et médicale. Au niveau de matière de transport, aussi ce qu'on appelle l'amélioration de l'habitat. En matière de retraite, vous avez aussi des droits, et en matière de validation des acquis, puisque depuis peu, vous pouvez faire reconnaître vos compétences, donc notamment compétences en management d'équipe, puisque vous devez gérer plusieurs intervenants, en qualité d'organisation, aussi en résistance au stress. Donc, vous pouvez vous rapprocher des différents centres de formation ou de Pôle emploi pour faire valoir votre reconnaissance des acquis. Donc, je reviens, et là, Maître va nous éclairer sur le fait que, justement, de façon très courte, on dit que le proche aidant ou aidant familial est donc cet homme ou cette femme non professionnelle qui, je reprends cette définition pour que vous compreniez la suite, par défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix, ou par choix, parce qu'on aime notre proche et c'est normal, vient en aide à une personne dépendante de son entourage. Donc, la Charte européenne simplifie cette définition, et j'insiste sur le par défaut ou par choix, et notamment, là, on est dans le cas du par défaut, puisque justement, Maître, lors de cette préparation de webinaire, nous avons vu que justement, on parle qu'il y a légalement ce qu'on appelle être obligé alimentaire ou cette obligation alimentaire qui, justement, peut-on choisir peut-on choisir et refuser, et surtout, est-ce que la loi nous autorise à refuser d'être un aidant? Je vous cède la parole. Ah, c'est une belle question. Alors, est-ce qu'on peut refuser d'être un aidant? C'est une question à laquelle il est compliqué de répondre parce qu'en réalité, on a deux types d'aidants. Il y a celui qui fait le choix d'aider et puis qui se retrouve être dépassé par son acceptation. Et puis, il y a l'aidant contraint. Qui lui, dès le début, enfin, qui n'a pas nécessairement aidé, qui ne veut pas aider. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça. En réalité, les enfants ont une obligation vis-à-vis de leurs parents et ils ne peuvent pas s'y soustraire, sauf s'ils rapportent la preuve auprès d'un juge, qui est souvent le juge des tutelles, qu'ils n'ont pas la possibilité d'aider leurs parents. Donc, c'est une aide qui peut être soit une aide matérielle, donc en gros payée, soit une aide pratique, c'est-à-dire être présent, accompagner, aider à remplir des documents, aider à aller chez le médecin, etc., etc. D'accord, donc, Ouais, on a vu que l'aider bénéficie donc du devoir de secours. Donc, quand c'est le cadre d'un conjoint, vous me disiez en fait que dans le cadre d'un conjoint, il y a donc on a une obligation de devoir de secours dans le cadre, alors, conjoint marié ou concubin. Donc, on reste toujours vivant maritalement, on a un devoir. Alors, conjoint vivant marié, avec une extension au PACS, il y a des jurisprudences un peu divergentes pour l'instant, c'est pas consolidé, mais on peut considérer que dans le cadre du PACS aussi, vous créez cette obligation alimentaire. Voilà. Et donc, qui rentre dans le cadre de ce devoir de secours. Donc, en gros, vous avez votre épouse ou votre mari qui a, prenons un exemple, un AVC, il se retrouve handicapé, il ne peut pas s'occuper de lui-même, ben, vous avez l'obligation de trouver une solution pour
qu'il ne reste pas seul dans une maison et que quelqu'un s'occupe de lui. Donc, soit vous le faites vous-même, soit vous n'en avez pas la possibilité matérielle ou technique et vous devez le placer dans une institution pour qu'on s'occupe de lui médicalement, etc. Soit vous organisez en faisant venir des intervenants chez vous, vous organisez la surveillance, la vie, les soins permanents pour qu'il ne reste pas dans une situation difficile. D'accord. Et quand Et il donc n'y a ça pas, relève du pouvoir de secours. d'accord, merci beaucoup. Après, on avait évoqué effectivement l'obligation alimentaire concernée par le cas du conjoint de la part des descendants. Donc, les descendants, ce sont les enfants. Mhm. C'est ça. Les Donc, enfants, alors, direct et il y a une illégitime relation dans les deux sens. dedans. Alors, pardon, ça a coupé. Je disais, les descendants, on entend les enfants directs et illégitimes ou juste les enfants reconnus? Ah, en fait, tous les enfants. Alors, aujourd'hui, les enfants illégitimes, ça n'existe plus. D'accord. Les enfants sont des enfants. Ils peuvent ne pas être reconnus. Après, la question du fait de savoir s'ils ont été reconnus ou pas reconnus, ça n'a comment dirais-je, c'est juste une question de preuve, en réalité, puisque à partir du moment où toute la famille dit tel enfant est l'enfant de monsieur ou de madame, il se retrouve à pouvoir hériter comme les autres. Voilà. Mais c'est juste une question de preuve. Donc, effectivement, le fait d'être reconnu vous permet de prétendre directement, sans avoir d'autres preuves à rapporter, que si vous étiez un enfant non reconnu, et là, vous devrez rapporter la preuve que vous êtes bien l'enfant ce que l'on appelle en droit le décujus, celui qui vient de décéder. Pour ce qui est de l'obligation alimentaire de la part des descendants, en fait, elle est dans les deux sens, descendants vers les ascendants et ascendants vers les descendants. C'est-à-dire que les parents ont une obligation alimentaire vis-à-vis de leurs enfants. Ils sont obligés de les nourrir jusqu'à ce qu'ils soient en état de pouvoir le faire eux-mêmes. Et globalement, on va dire, alors c'est toujours la question qu'on nous pose dans le cadre des divorces notamment, ah oui, mais il ne fait plus d'études, est-ce que je dois quand même payer la pension, etc. Ben oui, vous êtes obligé de payer jusqu'à ce que l'enfant soit capable de se nourrir lui-même. Donc en gros, jusqu'à à peu près l'âge de 26 ans, puisque c'est l'âge à partir duquel un citoyen français peut prétendre obtenir une aide financière de l'État. Voilà. Donc, vous avez cette obligation de ce sens. Et puis, vous avez l'obligation des enfants vers les parents. Quand les parents sont trop vieux pour pouvoir se subvenir à leurs besoins. Et donc, cette aide-là, ben, elle recouvre à la fois le fait de les nourrir, mais également le fait de les soigner, le fait de les faire soigner, le fait de les loger ou de les faire loger. Et c'est pour ça que vous avez des enfants qui se retrouvent condamnés à payer, par exemple, les EHPAD des parents ou alors comment dirais-je, des collectivités qui payent à la place des enfants et ensuite saisissent l'héritage en tout ou partie pour se faire rembourser. Vous avez une garantie qui est souvent prise sur des terrains, sur des maisons, pour se faire rembourser de ce que la collectivité a payé à la place des enfants. Puisqu'en fait, cette obligation, elle ne pèse pas sur la collectivité, c'est pas à nous tous de nous occuper de chacun, c'est en réalité à chaque enfant de s'occuper de son parent. Et donc, si les parents ne le font pas, ben, la collectivité se rembourse. Très bien. Et si effectivement, dans un troisième cas, et s'il n'y a pas de descendants, ce sont les collatéraux. Donc, c'est-à-dire, on a vu les frères, sœurs, cousins, cousines, c'est ça? Les collections, tout à fait. C'est eux qu'on va rechercher, comme on dit, dans le cadre de cette obligation alimentaire. En réalité, c'est assez simple. Hein. Dites-vous que si vous deviez hériter de cette personne, si elle était devenue milliardaire, ben en fait, vous êtes à portée de calotte, comme avait dit l'autre. Vous êtes à portée d'être saisi dans le cadre d'une obligation alimentaire. Voilà. D'accord. En gros, schématiquement jusqu'au 4e degré, ça fait quand même un peu loin. Hein. Oui, donc tout est fait pour que effectivement la famille prenne ses responsabilités et que ce ne soit pas à la charge de la collectivité ou par extension de l'État. C'est ça. Et il est très difficile de rapporter la preuve que vous n'êtes pas en capacité d'aider, au moins financièrement. Il faut que vous-même vous soyez en situation difficile. Être en situation difficile, c'est pas de dire j'aurais bien voulu m'acheter un écran de télé plus grand ou un nouveau canapé, mais je ne peux pas. C'est vraiment vous-même vous retrouver à être en négatif sur votre compte
quasiment toute la période précédente, disant, voilà, j'ai vraiment pas les moyens de sortir de l'argent supplémentaire pour aider un tiers. Par exemple, quelqu'un en situation de RSA. Par exemple, exactement ça. C'est-à-dire que vous avez le RSA qui est déjà le minimum du minimum du minimum pour pouvoir survivre. On peut difficilement vous demander de partager votre RSA avec un tiers pour pouvoir le nourrir. Ce qui en plus se fait en pratique. Sauf quand vous êtes au RSA, et que là, il y a des Ici. situations, par exemple, je pense C'est-à-dire au qu'on ne le pose pas, mais les gens se Royaume. retrouvent à part. Comment? Des gens, effectivement, partagent leur RSA pour pouvoir nourrir des membres de leur famille. C'est une réalité tout à fait regrettable, mais qui existe dans ce pays. Donc, autant effectivement aller chercher les différentes aides qui sont apportées et qui ont déjà été mises en place pour les aidants. Tout à fait. Alors, donc on voit effectivement qu'on va préciser que l'obligation, on dit souvent obligation ou obligé alimentaire, mais que c'est le code civil en fait. Donc tout est vraiment juridiquement maintenant reconnu et référencé. L'obligation alimentaire, donc elle est effectivement réglementée par le code civil et ce n'est pas qu'un soutien financier, on parle aussi d'hébergement parce que souvent le fait alimentaire prête souvent à la confusion ou limite le propos. Donc, c'est soutien financier et hébergement pour un membre de sa propre famille. C'est ça. Alors, un instant. Parce qu'on m'a dit qu'il y a des gens en salle d'attente, sauf qu'il n'apparaissent pas sur l'écran. Toutes les personnes étaient en attente. D'accord. Merci beaucoup, Cassandre. Donc, voilà. Alors, nous allons continuer. Donc, effectivement, donc dans le cas où ça se passe bien, les personnes font, comme on disait, par choix, par amour, par devoir, ça se passe très bien, mais il y a aussi effectivement des difficultés. Donc, puisque c'est le thème aussi, le thème de ce jour. En cas de difficulté, donc, c'est-à-dire quand on parle de difficulté, c'est-à-dire comme on a vu, hein, il y a différents cas des personnes qui n'ont peut-être pas jamais entendu parler d'une personne ou d'un proche et on leur dit vous avez une obligation alimentaire. On va aller jusqu'à la quatrième génération. Il faut donc, vous me disiez, saisir le juge, c'est ça? C'est ça. Alors, le plus souvent, il s'agit de personnes âgées. Donc, on est sur de la tutelle majeure. C'est le juge des tutelles majeures, en fait, qui va euh, être compétent. Et ce sera le juge aux affaires familiales qui a ce D'accord. rôle. Donc, on Voilà. ne parle plus de tribunal de grande instance, mais maintenant, le tribunal de grande instance, si vous connaissez ce terme, maintenant, c'est le tribunal judiciaire. C'est bien ça, hein? C'est ça. C'est ça. Voilà. Qui regroupe l'ancien tribunal d'instance et l'ancien tribunal de grande instance. Très bien. Donc, il y a effectivement, alors, ceux qui peuvent réclamer cette obligation peuvent être les services sociaux du département ou un établissement de santé. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, dans le cas où il y a un aidant, c'est-à-dire donc, il est important, on sait aujourd'hui que la femme en est reconnue aidant, soit effectivement, vous avez fait une demande d'APA s'il s'agit d'une personne âgée, donc l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc, si vous avez effectivement fait si vous faites cette demande il faut savoir qu'aujourd'hui, donc aujourd'hui en 2023, je vais casser certaines idées parce que j'entends beaucoup de choses et même au niveau de la CTM, l'APA est pour tout le monde, tout dépend du GIR, c'est-à-dire du niveau de perte d'autonomie de la personne aidée. Et l'APA n'est pas remboursable, ni de vivant de la personne, ni à son décès. Parce que même des fois, il y a des gens qui me disent, il faut que je rembourse l'APA. L'APA à domicile peut être transformée en APA en hébergement, mais je précise qu'il n'y a pas de condition de ressources pour avoir l'APA. Donc, il ne faut pas hésiter à la demander. Parce que souvent, on disait, oui, c'est pour les revenus modestes, effectivement, mais il faut demander, et c'est au niveau du GIR, donc les dossiers seront étudiés au cas par cas, et c'est le niveau de perte d'autonomie ou de dépendance qui va, donc le GIR, qui va permettre de définir l'allocation qui sera donnée. Donc, ça, ce sont des ressources officielles sur le site du gouvernement concernant l'APA pour lever tous les doutes.
Alors, je sais qu'on aime dire en Martinique qu'on a la loi et puis l'esprit de la loi. Je répète, la loi est appliquée en Martinique sans problème. Donc, si jamais vous aurez des ressources à faire avec Cassandre, donc n'hésitez pas à, si jamais on vous dit oui, qu'on vous sort un autre discours, n'hésitez pas à montrer les textes de loi pour pouvoir faire valoir vos droits. Après, comme je dis, c'est au cas par cas, mais il n'y a pas de condition, excepté celle de la dépendance de votre proche. Et sinon, il faut clarifier. Donc, ça, si vous ne faites pas vous n'avez pas fait la demande d'appart, il faut de toute façon clarifier sa situation d'aidant et être reconnu, en fait, légalement. C'est ça, maître. Parce qu'on parle d'aidant, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, pour pouvoir bénéficier des aides, il faut être reconnu officiellement. Et j'ai même envie de dire, Gabriel, si vous permettez, rajouter à ce que vous venez de dire que si une collectivité, en fait, c'est elles qui sont en charge de la délivrance de l'APA, vous oppose que la personne pour laquelle vous faites la demande a des revenus trop importants et donc ils ne vont pas payer, vous lui redemandez de le mettre par écrit, ils ne le feront pas. Et à ce moment-là, vous leur envoyez un courrier recommandé en disant, je me suis rendu à vos bureaux où je vous ai eu en ligne tel jour à telle heure, dans le cadre d'un dossier de demande d'appât. Vous m'avez indiqué que l'appât serait refusé à monsieur ou madame tel au motif que celui-ci ou celle-ci avait des revenus trop importants. Je vous rappelle que c'est illégal. Voici le texte qui indique qu'il n'y a pas de condition de ressources. Il y a un giant de temps, je vous demande donc de bien vouloir procéder au versement. Et si, évidemment, ça ne se fait pas, ben, vous saisissez un avocat et vous allez devant le tribunal administratif et vous obtiendrez la condamnation de la collectivité parce qu'en fait, elle n'a pas le droit de rajouter des conditions aux conditions légales. C'est aussi simple que ça. Merci, maître. Voilà pourquoi je parlais au début, je souligne l'importance d'avocat conseil parce que ce sont des choses qui, des fois, on se prend la tête ou on m'a dit, j'entends souvent ça dans les accompagnements que je fais, on m'a dit que. J'ai dit oui, mais la loi dit autre chose. Donc, la loi dit et la loi est appliquée partout. Et j'ai même demandé à des personnes qui en ont bénéficié, m'ont dit non, même en cas de décès, on ne nous a pas réclamé. Je confirme que, voilà, notre proche étant décédé, on ne nous a pas réclamé. Donc, la demande peut être faite par vous-même, donc voilà, donc parler dans lui-même, euh, ou effectivement par un autre membre de la famille. Je sais qu'on a, ou par un organisme public, les CCAS, le Centre communal d'action sociale, ou un organisme de tutelle. Je sais que moi, par rapport à mon grand-père, j'ai eu effectivement des choses que je ne savais pas pour pouvoir effectivement pour pouvoir faire face aux dépenses du foyer quand ma grand-mère est partie en EHPAD, je sais que l'organisme de tutelle avait demandé à mettre mon grand-père sous curatelle renforcée pour avoir accès à une partie de ses fonds pour pouvoir faire face à ce qu'il payait tous les deux et il s'est retrouvé tout seul en fait à payer en fait. Donc voilà. Et puis il avait besoin d'aide aussi par rapport à ça. Donc ça peut être un autre membre de la famille qui peut contester en fait le fait qu'on soit alors, qui peut tout simplement, parce qu'on peut aussi ne pas être en état de pouvoir le faire physiquement ou au niveau géographique. Merci. Mhm. Et puis, si par exemple, et ça peut aussi être un constat, donc on parlait notamment d'une défaillance de l'aidant, où c'est un organisme public qui fait la demande, c'est bien ça. C'est ça, vous avez un des enfants s'occupe du ou des parents qui sont vieillissants, et puis alors les autres peuvent se rendre compte que celui qui aide n'est lui-même plus en capacité d'aider, mais il ne veut pas lâcher l'affaire parce que c'est le grand frère ou c'est la grande sœur ou qu'à l'inverse, c'est le petit dernier qui était resté dans les jupes de papa et de maman et qui se sent euh, soit l'obligation, soit contraint de devenir l'aidant. Soit encore au pire, et c'est une autre solution, c'est celui qui se retrouve lui-même dans une situation de vie difficile, souvent SDF ou pas loin, ou ayant pris du crack ou bu de l'alcool et ayant une vie assez compliquée, et qui se retrouve, plutôt que d'être dans la rue logé au même domicile que la grand-mère ou que la maman, et se retrouve à être officiellement l'aidant de cette personne, sauf que lui-même ou elle-même, cette personne est dans une situation
où elle n'est pas capable de s'aider elle-même, donc elle est encore moins capable d'aider un tiers. Oui, Et à tout ce moment-là, simplement parce qu'il y en a aussi, sans partir peut-être dans des cas aussi extrêmes, c'est tout simplement parce que on a chez nous j'entends souvent les gens se mettre une pression parce qu'ils disent, on leur dit souvent c'est maman ou c'est papa. Et les gens, effectivement, ont du mal par culpabilité aussi à lâcher et on voit bien que ça les impacte aussi physiquement et ils ont du mal déjà à s'occuper d'eux-mêmes, à prendre soin, à se sacrifier même. Et souvent, c'est important d'avoir ce recul d'un autre membre et d'accepter de mettre en vue de la famille. So, moi, je disais lors d'un témoignage cette semaine aussi à Du Morne Rouge, on a participé à Casse-Clé, une journée détente auprès de laquelle, au cours de laquelle on a témoigné auprès des aidants familiaux présents. Et on disait justement que l'une des difficultés, c'était justement de lâcher prise et de passer le relais. Parce que moi, 11, je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Je fais partie de 11 petits-enfants et pourtant, je n'ai pas eu d'aide à part un cousin, je n'ai pas eu d'aide directe. Donc, voilà. Donc, on va continuer sur ce point. Donc, les demandes, quand il n'y a pas d'aidant, justement, parce que c'est souvent les difficultés que les professionnels du secteur médico-social me posent aussi comme question. Et je rappelle notamment les CCAS ou les organismes de tutelle savent. Mais c'est vrai que des fois, dans les CCAS, on me dit, mais quand il n'y a pas d'aidant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est vrai que là, je disais, la demande peut être faite donc, par un CCAS, par l'organisme de tutelle. Et vous précisiez justement, donc on parle des tribunaux judiciaires, donc pour les mineurs, c'est le juge des enfants, c'est ça? c'est ça. Et C'est pour ça. les Et pour les adultes, tuteurs, c'est le juge des tutelles. le juge des tutelles qui est le juge, qui est également le juge aux affaires familiales. Très bien. Et on voit bien, donc vous me disiez, alors ce sont des données approximatives, ça peut prendre 1 à 3 mois ou 3 à 6 mois ou une demande, Pour une demande même en situation vitale, ça prend autant de temps? de placement sous tutelle, oui, en réalité, le problème, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a un seul magistrat qui va s'occuper et donc un seul greffier, qui va s'occuper de l'intégralité des demandes. Qu'il faut instruire le dossier, le juge ne croit pas, j'ai envie de dire, sur votre seule bonne foi, parce que vous écrivez en disant il faut placer un tel sous tutelle ou il faut changer le tuteur, etc. Il ne va pas vous croire, il va regarder les pièces, vérifier que vous avez un intérêt et une qualité à agir, que vous êtes effectivement un proche. Ensuite, il va vérifier ce que vous lui dites. Il va vérifier si la personne se retrouve dans une problématique qui a besoin d'une tutelle. Il va essayer d'entendre cette personne, il va la convoquer. Si elle ne peut pas venir, il va se rendre à son domicile pour l'auditionner, si elle est en situation de parler. Et puis, ensuite, il va essayer de vous entendre, vous, celui que l'on met en cause, comme tuteur, ou en disant qu'il fait mal son boulot. Donc, nécessairement, ça prend un certain temps. Et les semaines ne sont pas extensibles. Voilà. Donc, effectivement, même dans des cas d'extrême urgence, on peut avoir des dossiers qui traînent plusieurs semaines avant de trouver une solution. Et puis, par ailleurs, vous avez des gens qui vont dire, mais moi, je prends un avocat. L'autre va dire, ah ben, puisque c'est comme ça, moi aussi, j'en prends un. Donc, à l'audience d'après, vous avez un délai supplémentaire parce qu'il faut permettre à l'avocat d'avoir accès au dossier. Et le dossier rallonge de façon mécanique. D'accord. Donc, d'où l'importance d'anticiper et on va voir justement comment anticiper ces situations, puisque vous voyez bien que euh, des fois, c'est vrai que j'entends souvent c'est urgent, c'est urgent. Il y a une notion d'urgence qui revient, d'où la possibilité d'avoir des mesures, justement, et c'est ce qu'on va voir. Comment on peut anticiper pour ne pas se retrouver tributaire de ces délais d'attente, de la reconnaissance de l'aidant. Donc, il y a effectivement, on parlait de tutelle, mais alors la tutelle, donc on parle communément de la protection d'un majeur ou d'un mineur, peut être anticipée. Donc là, on avait vu le mandat de protection future que j'ai découvert effectivement il n'y a pas longtemps grâce à vous. Donc, donc vous me disiez, on va prendre le cas numéro 1. Vous pouvez, si vous voyez l'écran.
Alors, je vois le paradis. Ah oui, c'est exactement ça. Donc, c'est bien résumé, c'est-à-dire que euh, Ah, ce sont vos mots que j'ai repris lors de notre préparation. C'est vous qui m'avez soumis le cas. je dis des trucs qui sont sympas des fois. Donc, le parent, vous êtes. Alors, le cas le plus courant, c'est il y a une maman, mais un célibataire, ou alors le papa est déjà décédé, enfin, le père de l'enfant est déjà décédé, et on annonce à la maman en question qu'elle a une pathologie lourde, dont elle peut décéder dans un délai assez restreint, ou alors qui peut l'handicaper ou la placer dans une situation où elle ne pourra pas s'occuper de l'enfant, et l'enfant est très jeune. Malheureusement, ce sont des choses horribles, mais qui arrivent très régulièrement. Et Oui, j'ai donc, dans ces cas, apprêté. Si je vous permettez, j'ai un exemple. Effectivement, une maman qui m'a contacté, son enfant est malade depuis qu'il est né. Il a 3 ans et il doit avoir des soins régulièrement à la MFME 3 fois par semaine. Donc voilà, donc on a des cas comme ça où les parents s'occupent seuls de leur enfant. Et c'est elle-même on a trouvé un cancer du sang. voilà. Et donc, pour éviter ce que nos grands-parents appelaient le fait de mosier ouvert, parce que vous mourrez en essayant d'avoir un regard sur celui que vous laissez parce qu'il est aussi malade, ben en fait, il y a ce mandat de protection future que l'on peut mettre en place et qui peut permettre de désigner celui ou celle qui va s'occuper de votre enfant quand vous soit serez plus là, soit ne serez plus capable de le faire vous-même. Alors, j'ai envie de dire traditionnellement, c'était dévolu aux parrains et à la marraine, sauf que le fait d'être simplement parrain ou marraine dans des conditions purement religieuses n'a absolument aucune conséquence juridique. C'est un commencement de preuve devant le juge que le parent en question, en vous faisant parrain ou marraine, euh, avait placé une certaine confiance en vous, mais c'est juste un commencement de preuve. C'est-à-dire que ça ne veut pas nécessairement dire, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ça ne veut pas nécessairement dire que vous pourrez récupérer l'enfant, par exemple, au décès d'un tel, qui peut même être votre frère ou votre sœur, en disant, mais je suis sa tante et en plus je suis sa marraine, donc l'enfant va venir chez moi. Non, pas nécessairement. Et vous pouvez avoir les services sociaux qui s'y opposent. Et le seul moyen d'éviter ce genre de situation, c'est d'avoir fait un mandat de protection future dans lequel le parent de l'enfant va dire, s'il m'arrive quelque chose, je veux que ça soit un tel qui récupère mon enfant et qui s'en occupe. Et là, plus de doute. Sauf si, effectivement, vous-même, vous vous retrouvez au moment où il faut récupérer l'enfant, plus en mesure de récupérer l'enfant. Si vous-même vous vous retrouvez malade, handicapé lourdement, n'ayant plus les moyens financiers d'avoir un toit sur votre tête, bon, là, on repart à zéro. En règle générale, si ce n'est pas le cas, c'est vous qui récupérez l'enfant. Donc, cas numéro 2, donc, quand une personne souhaite assurer sa propre protection. C'est ça. Donc, Alors, clairement, vous pensez que il peut vous arriver quelque chose, et j'ai envie de dire, ça peut vous arriver à tous, même quand on est en bonne santé. Vous pouvez vous retrouver couché sur un lit à ne pas être capable de prendre des décisions pour vous ou pour vos proches. Ça, c'est la perte d'autonomie. Et puis, vous avez, c'est un accident, par exemple. par exemple, c'est ça, vous faites un accident, vous êtes grabataire, paraplégique, il faut prendre des décisions pour vous et ben, vous pouvez désigner la personne qui prendra des décisions pour vous. Très bien. Ça permet, et c'est très important parce que on s'en rend pas compte, mais c'est un peu comme le don d'organes. Ça permet d'éviter des énormes cancans, pour parler crûment, parce que vous aurez par exemple l'ex-mari ou l'ex-épouse qui va dire, mais j'étais son conjoint, son ex-conjoint, je suis le plus proche. Le conjoint, le mari ou l'épouse, c'est lui qui va par priorité être choisi par le tribunal, il faut le savoir. Hein. Il vous arrive quelque chose, la personne qui par principe va être désignée par le tribunal, c'est la personne avec laquelle vous vivez. Et vous vivez dans un cadre légal.
Et donc, vous avez souvent la maman qui va dire, ah, mais en réalité, ils ne s'entendaient plus, ils devaient se quitter, patati, les frères et sœurs qui se mêlent, etc., etc. Pour éviter ce genre de tribulation, mandat de protection future, si vous ne voulez pas que votre actuel ou ex ou futur ex-conjoint ou compagnon soit la personne qui sera désignée pour s'occuper de vous si vous arrivez à un accident, ben, il faut l'écrire, en fait. C'est aussi simple que ça dans le cadre de mandat de protection future en disant, mais je veux que ça soit mon amant, ma maîtresse, ma mère, mon voisin, ma voisine, qui vous voulez. Et à ce moment-là, plus de doute. D'accord. Et pareil pour votre patrimoine, c'est-à-dire que vous pouvez gérer séparément la personne qui va s'occuper de vous et puis la personne qui va s'occuper de vos biens. Parce que vous pouvez vous dire, moi j'ai une grande confiance dans ma sœur, mais par contre, ma sœur n'a jamais su gérer son argent, je ne vais pas la laisser s'occuper de mon argent, ou mon frère, hein, je n'ai pas de distinction, ou mon frère n'a jamais su gérer son argent, je ne veux pas qu'il s'occupe du patrimoine parce que mes enfants n'auront rien. Par contre, je préfère que ce soit mon voisin ou mon meilleur ami qui s'occupe de ça parce qu'il est banquier, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Lui saura gérer mon argent. Par contre, s'occuper de moi tous les jours, je sais que un tel a un cœur en or et je préfère que ce soit un tel qui s'occupe de moi. Et donc, vous pouvez choisir deux personnes différentes, l'une pour s'occuper de vous, l'autre pour s'occuper de votre patrimoine. Donc, ça peut être effectivement, comme on va, donc, effectivement, la maîtresse du temps m'a rappelé effectivement il était déjà 14h50, 13h58, effectivement, on a commencé en retard, donc je vous demande quelques minutes supplémentaires pour qu'on puisse vous donner les renseignements nécessaires. Donc, on va un petit peu accélérer. Donc, effectivement, vous m'avez dit qu'on peut être, c'est une démarche qui peut être rémunérée ou faite à titre gratuit. Donc, ça, c'est avoir la convenance entre les deux parties, hein, entre la personne qui en fait le bénéficiaire et la personne qu'elle désigne. La démarche de faire, alors effectivement, bien un formulaire à remplir, donc je précise, à envoyer auprès des impôts ou, comme vous me disiez, par acte d'avocat, parce qu'on peut effectivement falsifier les documents qui sont envoyés. On a eu un cas, d'ailleurs, je vous ai soumis, où là, c'était dans le cadre d'une mutuelle qui avait été souscrite, enfin une assurance vie qui avait été souscrite au nom d'une personne à l'insu de son plein gré, comme on dit. Je vous ai d'ailleurs suivi le dossier. Donc, il est mieux en fait de passer par ce qu'on appelle un acte d'avocat, donc de se rapprocher d'un avocat pour pouvoir faire cette démarche et effectivement et mettre en place les modalités et tout consigner par écrit. Exactement ça. Alors, c'est quelque chose qui est très méconnu, hein, l'acte d'avocat. C'est juste en dessous de l'acte notarié. Donc, vous allez chez un avocat qui pratique cet enregistrement. Alors, tous ne le font pas. Vous allez chez un avocat qui pratique l'enregistrement de l'acte d'avocat. Il va vérifier, comme le notaire le ferait si vous étiez venu faire un testament chez lui, il va vérifier votre identité. Il va vérifier s'il, après s'être entretenu avec vous, si vous avez un discours qui est cohérent, ce qui lui permettra de savoir si vous êtes à peu près sain de corps ou d'esprit au moment où vous allez faire les choix que vous allez lui soumettre. Et puis, il va rédiger un document que vous allez signer. Et donc, il va attester que c'est bien vous qui avez signé le document et qu'au moment où vous l'avez signé, vous étiez à peu près dans une bonne forme mentale et physique. Et puis cet acte-là, il va l'enregistrer dans un logiciel qui est commun à tous les avocats de France, donc France et Outre-mer. Et cet enregistrement-là va permettre d'assurer la pérennité de votre document, c'est-à-dire que votre avocat décède, votre avocat part à la retraite ou vous changez de territoire, vous pourrez toujours demander, si vous l'avez enregistré en Martinique, vous pourrez toujours demander dans 20 ans à Strasbourg à un avocat de vous sortir le document qui aurait été enregistré comme acte d'avocat parce qu'il sera conservé directement par le Conseil national des barreaux français. D'accord, c'est très important. C'est vrai que nous sommes en train de faire cette démarche aussi avec vous. Donc, je prends les conseils, je me les applique aussi. Donc, ce sont des choses que je fais pour moi-même, que je vous partage. Nous avons un autre cas, donc pour pouvoir anticiper, donc on a parlé, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, alors c'est vrai que c'était évoqué souvent quand les personnes arrivent en fin de vie dans différents organismes, les directives anticipées, donc il y a deux cas, donc le cas où la personne n'a pas de maladie grave et un cas où où il y a une maladie grave.
Donc, je vous remercie d'avoir éclairé ma lanterne parce que c'est une question qu'on m'a posée cette semaine dans une famille. Donc, ce sont les dispositions de fin de vie. Donc, et on peut y ajouter, et je souligne ça, c'est très important, les souhaits d'obsèques. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez être incinéré? Est-ce que vous voulez être mis dans votre caveau et tout? Parce que j'ai failli ne pas pouvoir enterrer mon grand-père. Et justement parce que quand il n'y a pas les directives anticipées, même pour vous incinérer, il faut que ce soit écrit quelque part. Et on vient de passer la période de Toussaint, donc on vient de voir l'importance. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous expliquer c'est quoi les dispositions de fin de vie? Donc, c'est purement médical. C'est purement médical. Alors là, on est sur un acte que vous enregistrez et qui a pour but d'imposer à tous vos proches vos choix en matière de fin de vie. Vous n'avez pas envie d'être réanimé, vous n'avez pas envie de faire l'objet d'une transfusion sanguine, vous n'avez pas envie de faire l'objet d'un acharnement médical. Vous l'indiquez en disant, s'il m'arrive quelque chose, que dans la semaine ou dans le mois, je ne suis pas capable de remonter la pente, je veux par exemple qu'on me débranche. Ben, ce n'est pas à votre maman ou à votre conjoint ou à vos frères et sœurs de faire ce choix à votre place, c'est à vous. Et ce choix va s'imposer à tout le monde, même si tout le monde pleure, même si tout le monde crie, mais ce choix va s'imposer à tout le monde et le médecin devra l'appliquer. Alors, bien évidemment, ça implique, que vous deviez enregistrer le choix que vous faites, et puis que vous deviez désigner quelqu'un qui fera appliquer, fera connaître au corps médical les choix que vous allez faire. La personne de confiance. Et la fameuse personne de confiance. Ça m'a été demandé, même pour une simple opération, enfin, l'opération n'est jamais simple, mais je suis allée me faire opérer à la clinique Saint-Paul et mes directives anticipées m'ont été demandées. Tout à fait. Et la personne de confiance, bien évidemment, vous donnez son nom au moment où vous rentrez à l'hôpital, si vous le faites de façon prévue, voilà, et que vous avez la possibilité de le faire. Mais pourquoi il faut le faire par avance? C'est parce que vous pouvez très bien avoir un accident, on en parlait tout à l'heure, vous n'avez pas le temps de dire c'est un tel ma personne de confiance, mais par contre, certainement cette personne fait partie de vos proches, saura que vous avez eu un accident et pourra dire je suis la personne de confiance parce que c'est moi qui ai recueilli ces directives anticipées. Donc, par principe, si c'est moi qui les ai, c'est que c'est moi la personne de confiance et je remets aux services médicaux les directives anticipées. Alors, le service de Rouspel qui accompagne en fin de vie, les personnes en fin de vie ici, m'avait remis un petit livret et en fait, on peut découper une partie sur laquelle on met son nom, son prénom et on désigne la personne de confiance avec ses coordonnées et on garde le papier sur soi. Dans son portefeuille. Voilà, dans son portefeuille. Donc, deux façons de le faire. Formulaire à remplir sur un site officiel que va vous partager Cassandre et ou par acte d'avocat où là on n'a pas. Alors au niveau du formulaire, il faut effectivement deux témoins. Et quand on le fait, comme vous avez parlé tout à l'heure, par acte d'avocat, on n'a plus besoin des deux témoins. Pour prouver que vous étiez sain de corps et d'esprit, que ça ne puisse pas être contesté, on peut joindre un certificat médical précisant que vous étiez sain de corps et d'esprit au moment et non sous emprise au moment où ont été rédiger les directives anticipées. Alors, vous avez longuement insisté avec moi, donc je vais le dire. Remplissez directement dans le formulaire parce que ça prouve que vous avez bien compris, parce qu'il est vraiment bien fait et documenté pour pouvoir prendre, et vous écrivez dans les espaces en dessous et là, ça ne peut pas être contesté. Alors, justement, on va comparer avec le testament. La différence, justement, c'est que et je remercie mon client de m'avoir posé la question et qui nous a permis de voir effectivement qu'on pouvait mettre dans les directives anticipées ses volontés d'obsèques. Donc, le testament est un acte écrit par une personne pour exprimer ses dernières volontés et permet en plus le partage des biens. C'est-à-dire que et le testament n'est valable qu'à partir du décès. Contrairement aux directives anticipées, qui, elles, s'appliquent du vivant de la personne pour des problématiques, par exemple, acharnement thérapeutique liées à la santé, au médical. Sachant que maintenant, par extension, il y a aussi les directives anticipées pour la santé mentale. Et si jamais vous arrive un trouble cognitif, vous avez un problème de santé, un trouble de la santé mentale. Et contrairement au testament, les directives anticipées ne prévoient pas le partage des biens.
Et le testament, c'est principalement auprès du notaire, c'est bien ça? Ah, c'est uniquement, uniquement auprès du notaire. Vous ne Donc, devez pas venir voir d'avocat pour enregistrer un testament. Ça, c'est dans les films américains. merci beaucoup, maître. D'ailleurs, dans le cadre de la succession de mon grand-père, vous nous avez effectivement envoyé vers un notaire et ça se passe, qui encadre bien ma mère pour ça. On va voir effectivement les différentes mesures, les autres mesures de protection, puisque là, on a vu des mesures de protection, en fait, qui arrivent principalement, qu'on peut décider en amont, mais il arrive des fois que malheureusement, ce ne soit pas le cas. Notamment, donc, vous avez dit qu'on pouvait voir effectivement, donc on parle en général de protection juridique pour les personnes vulnérables. Et en fait, c'est toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de la volonté, peut bénéficier d'une protection juridique. Alors, on va effectivement énoncer les différentes mesures qui, toujours à voir avec l'avocat au cas par cas, habilitation familiale, tutelle, là, on prend les décisions pour vous. Curatelle, vous avez encore c'est la gestion de vos biens. Vous m'interrompez si j'ai dit une bêtise, la gestion de vos biens. Mais vous avez encore la possibilité de prendre des décisions. Vous pouvez vous le répartir comme vous voulez. Et puis la curatelle renforcée qui est encore. Donc là, c'est vraiment à voir au cas par cas selon s'il y a plusieurs enfants. Donc, vous m'aviez soumis un cas que j'ai accompagné deux sœurs où elles avaient, elles, une habilitation partagée pour leur maman. Et En dans fait, tous les cas, dans l'ordre, on est sur l'habilitation familiale, qui est quand même le truc le plus simple à mettre en place. En fait, le juge des tutelles dit, bon, il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe, tout va bien, vous vous en occupez bien, je valide. Et vous me rendez un retour notamment sur les finances une fois par an, en m'envoyant simplement les comptes bancaires pour que je vérifie que vous n'avez pas piqué de l'argent utilisé pour vous-même. Vous avez la curatelle, ensuite, où la personne est elle suffisamment en état pour pouvoir gérer quand même deux, trois choses, mais elle ne peut pas les faire toutes seules, et non pas toutes seules, hein, toutes, virgule, seules. Vous avez la curatelle renforcée parce que l'état de cette personne s'est aggravé parce qu'elle voit moins bien, parce qu'elle entend moins bien, parce qu'elle commence à avoir des petites pertes cognitives. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui est lucide, c'est quelqu'un qui a un discours malgré tout cohérent, mais vous avez peur qu'elle se fasse arnaquer par ces vendeurs d'aluminium ou de stores qui viennent vous refaire 100 000 euros de travaux dans une maison qui en vaut 30. Et puis, vous avez effectivement la tutelle qui est j'allais dire la mesure terminale, entre guillemets. Là, vous vous occupez de votre parent comme si c'était votre enfant, c'est-à-dire que vous faites tout pour lui, comme s'il s'agissait d'un enfant, sauf que vous le faites sous la responsabilité du juge des tutelles, auquel vous devez rendre compte, et vous pouvez prendre toutes les mesures d'administration de biens, enfin des biens, donc du patrimoine, mais vous ne pouvez pas prendre seul les mesures de disposition, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas procéder à des ventes, vous ne pouvez pas procéder à des acquisitions sans avoir l'accord préalable du juge des tutelles. Donc en gros, vous pouvez donner en location, mais vous ne pouvez pas vendre. Voilà. alors, il y a effectivement une question qui revient souvent, qu'on me pose, c'est le cas de la surveillance de tutelle, c'est-à-dire que, par exemple, quand on me dit oui, il n'y a pas d'aidant, notamment une question du CCAS, dans CCAS, là, effectivement, il y a ce qu'on appelle une surveillance de tutelle, c'est-à-dire que vous pouvez vous pouvez en fait dire la tutelle est mal gérée et je souhaiterais, donc une enquête sera menée, le juge va désigner une enquêtrice qui va effectivement vérifier. Alors, quand par exemple la personne est à l'EHPAD, par exemple, ça peut être, vous voyez qu'elle n'a pas ses produits d'hygiène régulièrement, que ses vêtements ne sont pas nettoyés, l'organisme qui gère la tutelle ou la personne qui gère la tutelle ne fait pas régulièrement nettoyer les vêtements, etc., etc. Et là, par contre, suite à l'enquête, il peut y avoir réattribution à un proche ou à un organisme. Vous m'avez bien précisé, professionnel avec agrément, c'est-à-dire un mandataire judiciaire, comme par exemple l'UDAF, la Myriam, etc., ou OVE, Mhm.
C'est ça. Forêt Caraïbes qui est maintenant aussi là. Et puis, il y a aussi des mandataires judiciaires privés. Voilà. Donc, Exact. donc en résumé, l'avocat conseil est là donc, pour éviter des situations qui peuvent être préjudiciables, notamment lors de la succession, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de situations d'indivision. On voit aussi qu'il y a des décisions à prendre en amont. Alors, je souligne pourquoi l'avocat conseil, parce qu'on m'a souligné un fait important. Des gens, je prends juste cet exemple-là pour que vous compreniez l'importance de faire appel à un avocat. Vaut mieux payer une centaine d'euros pour pouvoir avoir ce conseil parce que, et même en amont, on m'a soumis un cas et là, maître m'a dit, c'est clair et net, là, c'est très compliqué. Vous vous mariez, vous voulez construire une maison, vous décidez que madame a un terrain en son nom et vous construisez tous les deux sur la maison, sur ce terrain, sachez que le propriétaire légal de la maison, même si vous avez payé à deux, mais des traites, le propriétaire légal de la maison et du terrain, c'est madame avec son titre de propriété du terrain. Donc, faire des contrats ne sauve pas non plus avoir un contrat de mariage. Donc, par conséquent, il est important de pouvoir voir l'avocat en amont de toute décision d'acquisition et anticiper les situations plutôt que l'avocat pompier, donc qui est un titre informel. L'avocat conseil est un titre réglementé. L'avocat pompier, c'était bien pour faire comprendre que c'est quelqu'un qui intervient souvent dans l'urgence sur des situations que l'on peut anticiper et qui, dont le coût est élevé. Donc, les frais d'avocat et les procédures peuvent être pris en charge, notamment par ce qu'on appelle la protection juridique. Et on va voir tout de suite avec Cassandre Cléon. Donc, maître, je vous remercie beaucoup pour ces précisions. On va voir avec Cassandre Cléon à qui s'adresser justement pour pouvoir apprendre l'avocat. Donc, Cassandre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel, et merci beaucoup, Maître Placide, pour tous ces éclairages précieux. Alors, nous allons voir effectivement en ligne à qui s'adresser. La protection donc juridique, effectivement, pour la prise en charge des frais d'avocat, vous pouvez vous rapprocher de votre assurance ou de votre banque. Souvent, les cartes bleues, enfin, il y a des assurances, donc c'est important de se renseigner en amont. Alors, concernant l'aide juridictionnelle, donc, concernant l'aide juridictionnelle, alors il faut se rendre à l'accueil du palais de justice en Martinique. Donc, le tribunal, effectivement, se trouve au boulevard général de Gaulle. Et puis, vous devez trouver effectivement un avocat. Et à cet effet, vous avez donc le site avocatdemartinique.fr. En Martinique, donc c'est la même démarche. En Guadeloupe, pardon, c'est la même démarche. Vous vous rapprochez effectivement du tribunal judiciaire qui se trouve à Pointe-à-Pitre. Vous avez l'adresse juste ici. Et puis vous cherchez sur Internet donc barreau-guadeloupe.avocat.fr pour trouver effectivement donc l'avocat de votre choix. Et pour la Guyane, le tribunal se trouve à Cayenne, la judiciaire, place avenue Général de Gaulle. Et le site internet qui est lié pour trouver un avocat, avocat-barreau-guyane.com. Et puis, donc, le patrimoine général plus global, problème technique, le micro se coupe, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est des informations précieuses et importantes. Alors, vous avez effectivement de façon plus générale l'annuaire des différents tribunaux judiciaires. Donc, vous avez le lien donc, qui est noté juste ici. Je vous précise que vous allez recevoir par mail donc, tous ces liens. Ils seront récapitulés dans un document et ils vont être adressés quelques jours après la fin du webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de les noter à la main. On va faire les choses à la main. On va faire les choses voilà, vraiment très bien pour faciliter la tâche. Et puis, alors attendez.
Ça a passé. Mais bon. Après, pour les diagnostiquer, alors vous avez effectivement donc un site de service public qui vous donne en fait 2 modèles de directives en CIP. Donc, suivi de télécharger. Et de l'imprimer. Oui, tout à fait, de l'imprimer. Et puis des conseils en ligne, vous avez un site très instructif, jeuxtravail.com. Oui, c'est l'équivalent de Cœur et Dents, version juridique. Très bien. Et puis bien sûr, Maître Placide, hein, il est connecté, il est en ligne, son cabinet, cabinetplacide.com. Je vous encourage effectivement donc, à le contacter aussi par cette voie. Donc, je vous remercie de votre attention. C'était des ressources vraiment très précieuses parce qu'en matière de droit, on ne sait pas effectivement vers où se tourner, mais en tout cas, quand on a un avocat comme Maître Placide et d'autres avocats qui peuvent se tenir, n'hésitez pas. Donc, pour plus d'informations sur Cœur et Dents, pour les autres ressources, vous pouvez vous rapprocher du blog. Et qui est très, très bien fait. Vous avez aussi donc Martinique Pratique, donc, que je représente. Et vous avez le martiniquepratique.com. Vous allez pouvoir aussi retrouver les éléments pour sur d'autres webinaires à venir. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous suivre aussi sur notre actualité, sur les ressources sur Instagram, Facebook et aussi l'association Martinique Pratique sur LinkedIn. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, tout à fait. Effectivement, on a 2 questions. Je les ai relevées. Merci. Une première question de Joline concernant l'obligation entre les petits-enfants et donc certainement les grands-parents. Donc, la question, est-ce que les petits-enfants sont dans l'obligation aussi? Très bonne question. Maître, à vous. Alors, ça y est, attendez que le micro soit actif. Oui, les petits-enfants, si les parents ne sont pas en mesure de remplir leur obligation vis-à-vis de leurs parents, donc en gros aussi, vous avez les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Les premiers qui sont activés, entre guillemets, c'est les plus proches, donc les parents. On va épuiser tous les parents, donc tous les frères et sœurs. S'il n'y en a aucun qui est capable, dans la ligne des frères et sœurs, qui est capable de s'occuper des grands-parents, eh bien, on va passer aux petits-enfants. Et on va pareil épuiser les petits-enfants, voir si ils sont capables de s'occuper des grands-parents. Je dis s'occuper, c'est financièrement et physiquement. Et puis, s'il n'y en a pas, on ira aux cousins, cousines d'abord des enfants et ensuite cousins, cousines des petits-enfants, donc 4e degré. Voilà. C'était mon cas. Je suis petit enfant et effectivement, ma mère et mon oncle n'étant pas sur place, je leur ai demandé une procuration pour pouvoir faire les démarches. Il y avait urgence à agir. Je leur ai demandé une procuration pour pouvoir faire les démarches parce que souvent on me demandait, mais vous êtes qui? Mais vous êtes qui? Et, mais ils n'ont pas d'enfants. Je dis, oui, mais ils ne sont pas sur place. Ah, d'accord. Et comme j'ai demandé à Maître m'a dit, demande une procuration. C'est Maître qui m'a accompagné il y a 8 ans pour cette démarche. Et je le remercie encore d'être partenaire, même professionnellement de la pratique. Donc voilà,